diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seule. Bonjour, bienvenue à tous au webinaire sur la digitalisation. En préambule, nous vous présentons nos meilleurs vœux pour cette année 2018. Et donc pour bien démarrer cette année, eh bien, nous vous proposons de partager ensemble ce moment sur des questions autour de la digitalisation. Je suis en compagnie de Marc Dalbar qui fera cette présentation. Et pour être sûr que vous entendez parfaitement, j'aurai besoin simplement d'un petit oui dans l'interface de questions-réponses. Si vous m'entendez correctement, merci de me le faire savoir pour que nous puissions entamer cette présentation. C'est parfait, vous nous entendez, c'est impeccable. Pour préciser le déroulement, n'hésitez pas, vous pouvez utiliser l'interface de questions-réponses durant la présentation. Néanmoins, nous les soulèverons en fin de présentation. À tous, une très bonne session et je passe la main à Marc. Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous, et puis bonne année, cette circonstance, et puis je l'espère, un bon webinaire. Alors, pourquoi ce webinaire? Pourquoi ces questions sur la digitalisation? En fait, ce sont des questions qui nous ont été posées depuis la rentrée, on va dire. Un certain nombre de clients, de relations nous interrogent sur ces questions-là, ne comprennent pas toujours, et puis aussi quel est le rôle de PTV. Alors voilà, l'idée c'était de se dire, si on va prendre tous ces sujets qui sont peut-être un petit peu disparates, mais on va les aborder, essayer de clarifier les choses. Voilà, alors c'est parti. Et pour peut-être préciser des choses à ceux qui ne nous connaissent pas ou pas forcément très bien, je vais commencer très rapidement par une présentation de PTV Group. Donc PTV Group, nous sommes un groupe éditeur de logiciels et notre vision, c'est de planifier, d'optimiser les déplacements des personnes et des marchandises, et ce, dans le monde entier. Alors ça, c'était peut-être déjà quelque chose qui peut paraître bizarre à certains, de parler de personnes et de marchandises. En effet, le groupe PTV adresse deux marchés, un sous la division que chez nous appelons trafic et qui s'occupe du déplacement de personnes, et puis la division logistique à laquelle nous appartenons, qui s'occupe du déplacement de marchandises et principalement de TRM, de transport routier de marchandises, mais également de multimodal. On le verra un peu plus tard dans la présentation. Alors, extrêmement rapidement, rassurez-vous, pour vous donner une petite idée de ce que propose PTV Group à travers ces solutions logicielles. D'abord, ceux qui sont proposés par la division trafic, qui s'occupe du déplacement des personnes, eh bien, des logiciels comme PTV Visum, PTV Visim, qui sont des références au niveau mondial de modélisation, de simulation au niveau d'une région, au niveau d'une ville, au niveau du tissu urbain, de systèmes de déplacement, que ce soit transport en commun, que ce soit des transports piétons, du multimodal, du piéton, du vélo et des véhicules. Une spécialisation également avec Viswalk, qui est un logiciel qui permet de faire de la simulation piéton. Alors piéton sur des sites comme les Jeux Olympiques, sur des enceintes sportives ou des enceintes de concert. Une spécialité aussi à travers une des sociétés du groupe avec les logiciels Vistro Balance, qui sont eux spécialisés sur la gestion des feux de signalisation, des feux tricolores, et comment est-ce qu'on peut avoir une utilisation intelligente de ces feux pour fluidifier le trafic. Et enfin, PTV Optima, qui est un logiciel relativement nouveau de PTV, qui intéresse un certain nombre de villes. Un certain nombre de grandes villes en sont équipées, comme Mexico, comme Moscou, pour ne citer que des étrangers, mais également la région Île-de-France qui s'est équipée de PTV Optima, qui est un logiciel de prédiction de trafic à 60 minutes, donc à l'intention des gestionnaires de trafic.
Nous avons également une nouvelle suite de logiciels qui s'appelle MAS, comme Mobility as a Service, et qui permet de modéliser, de simuler, d'optimiser en temps réel des services de mobilité as a Service, donc pour le transport de personnes. Et puis, nous l'aborderons également tout à l'heure, des logiciels comme Visum et Visim permettent également des travaux vis-à-vis des véhicules autonomes. Pour ce qui concerne la division logistique, eh bien, des logiciels de calcul d'itinéraire, des logiciels d'optimisation de tournée, des logiciels de navigation poids lourd, navigation embarquée, et des solutions qui vont permettre également de calculer l'heure estimée d'arrivée, le TA, pour les poids lourds, qui est une spécificité et quasiment une exclusivité chez PTV. Nous avons également des solutions de géomanagement, c'est-à-dire d'optimisation des forces de terrain, des forces de vente, que ce soit des commerciaux ou des techniciens de maintenance, par exemple. Et non seulement nous fournissons des logiciels entre guillemets sur étagère, en boîte, prêts à être installés, mais nous fournissons également des composants d'intégration qui nous permettent de fabriquer ces logiciels et qui vont permettre à un certain nombre d'éditeurs ou de très grosses sociétés de créer leur propre système pour des transporteurs, de créer leur propre TMS ou d'intégrer ces briques dans leur TMS. Alors PTV est implanté un peu partout dans le monde, avec évidemment une forte présence en Europe, qui est le berceau de l'entreprise, mais nous sommes présents sur tous les continents, avec quelques ouvertures prévues pour 2018 sur un bureau à Moscou, un bureau à New Delhi, et ainsi que un bureau peut-être un petit peu différent, un petit peu particulier en Californie, dans la Silicon Valley, pour aller regarder de très près ce qui se passe là-bas et éventuellement faire un peu d'incubation également. Alors, je vous passerai pas tous les chiffres en revue. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est pas loin de 800 employés dans le monde, qu'on existe depuis 40 ans et que l'année dernière, nous avons dépassé le seuil des 100 millions de chiffres d'affaires. Ce qui s'est passé également l'année dernière, ça a été le rachat de PTV Group par la holding Porsche SE. Et comme vous le voyez sur ce graphique, on n'a pas été racheté par la marque automobile Porsche, ce qui pourrait venir à l'esprit immédiatement, mais bien par la holding, qui est le principal actionnaire du groupe Volkswagen, dans lequel vous voyez toutes ces marques de voitures de prestige et de camions et véhicules utilitaires, donc les véhicules utilitaires Volkswagen, mais les camions Scania et MAN. Alors les motivations d'achat de Porsche vis-à-vis de PTV, c'était de venir compléter ces investissements sur des constructeurs automobiles avec le côté algorithme, le côté IT, le côté digitalisation dont nous allons parler, tant pour ce qui peut se faire au niveau des marques automobiles, comme je l'évoquais tout à l'heure sur les simulations de véhicules autonomes, mais également des services qui peuvent être adjoints pour les entreprises, par exemple aux gestionnaires de flotte, pour les véhicules particuliers, et bien évidemment avec les logiciels dont on a parlé précédemment sur la division logistique, un rapport extrêmement ténu avec les marques de poids lourds comme Scania et MAN. Voilà. Pour la présentation, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Je vous disais tout à l'heure, de nombreuses questions nous ont été posées sur un certain nombre de sujets. Alors on va aborder ces sujets. Alors lesquels l'Internet des objets, l'intelligence artificielle, la blockchain, véhicules autonomes, la logistique urbaine, qui est un vrai sujet récurrent, mais un sujet sur lequel il se passe beaucoup de choses, où les choses, me semble-t-il, avance, des questions sur la mutualisation, et puis un mot un petit peu, un néologisme, là, un mot un petit peu barbare, peut-être la plateformisation. Alors qu'en est-il de tout ça? Est-ce que c'est des tendances lourdes? Est-ce que ce sont des signaux faibles? Comment s'y intéresser? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Quel en est le contenu? Quelles en sont les échéances? Est-ce que c'est quelque chose qu'on va voir, qu'on voit déjà, qu'on va voir et qu'on va voir cette année, l'année prochaine, dans 10 ans, dans 15 ans? Et quelles sont les implications pour la supply chain et également pour PTV? Alors,
j'ai divisé pour pouvoir essayer de rassembler tout ça, j'ai divisé un petit peu ces éléments en blocs. On va déjà démarrer par ce qui pourrait être de l'ordre de l'IT proprement dit et de l'Internet des objets. On entend aussi parler souvent de l'abréviation en anglais IoT, Internet of Things. Alors c'est quoi l'Internet des objets? Bon, c'est des choses auxquelles tout un chacun est confronté dans sa vie de consommateur, que ce soit une liaison avec son smartphone pour être connecté, les connexions du véhicule, de la voiture, puis des choses peut-être un peu plus nouvelles comme une montre qui va vous permettre, voire des chaussures qui vont vous permettre d'identifier quels sont vos déplacements, quels sont ce que vous faites. Des chaussures qui sont testées en Allemagne comme moyen de paiement dans les transports en commun. La gestion, tout ce qui est domotique et tout ce qui est possible de faire en étant bien plus près de ces éléments. Mais tout ça, c'est pas forcément du professionnel au sens de la logistique et de la supply chain. Alors qu'est-ce qu'il en est pour nos métiers et pour ceux de nos partenaires? Alors un véhicule connecté, ça n'a rien de nouveau. Un camion connecté, ça n'a rien de nouveau puisque depuis maintenant peut-être 15 ans, 20 ans, au moins 20 ans, on sait mettre des boîtiers dans des véhicules et leur faire transmettre des informations dans les deux sens vers eux ou depuis eux et savoir où ils sont, etc. Mais les choses ont évolué avec un certain nombre de capteurs qui ont permis d'en savoir plus que leur simple position et voilà, on est capable d'imaginer un certain nombre de capteurs sur la pression des pneus, sur la température, sur la vitesse, sur des images d'entrée, de sortie de ce qui se passe, sur des capteurs de porte, etc. Rien de très nouveau, et bien évidemment tout ce qui concerne le véhicule proprement dit et sa gestion. Ce qui est peut-être un peu plus nouveau, c'est l'arrivée de nouveaux capteurs, de nouvelles possibilités technologiques, des capteurs qui sont de petits formats, qui intègrent une batterie avec une autonomie qui leur permet de tenir pendant plusieurs années et qui sont à des coûts tout à fait abordables, de quelques dizaines d'euros, qui permettent non plus forcément de suivre un véhicule, mais de suivre ce qu'il transporte, de suivre ses marchandises ou de suivre des éléments qui concourent à la logistique, au supply chain. Et donc, qu'est-ce qu'on peut récupérer comme information avec cet Internet des objets et qui peut nous intéresser, outre la localisation, bien évidemment, savoir où se trouve une palette, un rôle et ce qu'il contient, ou ne serait-ce que le contenant, c'est d'avoir éventuellement une détection de mouvement, des détections de choc, un suivi des températures, un suivi de l'humidité, qui vont permettre de garantir un bon acheminement dans les conditions voulues de la marchandise. Alors, outre le fait que tout se passe bien et qu'on en a la preuve à travers ces capteurs, si les choses se passent moins bien, on est capable d'avoir, grâce à ces capteurs et grâce à cet Internet des objets, des possibilités de réaction, des possibilités d'intervention, et tout ça peut générer des nouveaux services et donc des nouveaux revenus. Alors, la connexion, le véhicule est connecté, la marchandise est connectée. Et connectée à quoi? Connectée à qui? Et bien sur ce schéma emprunté à Daimler, on voit effectivement que on peut être connecté, le véhicule peut être connecté à d'autres véhicules, il peut être connecté à son infrastructure et communiquer avec l'infrastructure. Ce qui augure là aussi de choses intéressantes dans le futur sur cette interface infrastructure véhicule. Le véhicule va pouvoir, en tant qu'objet mobile, donner des informations. La somme de tous les véhicules va donner un volume important d'informations qui va être géré,
analysé par l'infrastructure et qui sera capable de renvoyer de l'information intéressante. Et ça peut être, bien évidemment, on pense au premier chef, à de l'information trafic beaucoup plus précise, beaucoup plus réactive. Bon, on peut avoir un certain nombre de points, d'autres points de communication concernant la gestion proprement dite du véhicule. Et là, les différents constructeurs de poids lourds sont déjà sur ces systèmes sinon de télémaintenance, au moins de télédétection et de préprogrammation d'intervention dans les ateliers. Donc voilà aussi là toute une somme de possibilités, de nouveaux services que l'on découvre. On en découvre, je ne vais pas dire tous les jours, mais un certain nombre d'opportunités s'ouvrent grâce à ces capteurs. Alors, qui dit capteurs et nombreux capteurs, on parle de plusieurs dizaines de capteurs par véhicule, eh bien, tout ça amène évidemment un nombre important, très important, énorme de données et dont il va falloir faire quelque chose. Alors, toutes ces données, voilà, c'est ce qu'on nomme sous ce vocable de big data, ces volumes énormes de données qui renferment des choses extrêmement précieuses, si tant est que l'on soit capable de les sortir. Et pour ça, eh bien, on passe au sujet de l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est essayer de mettre dans une machine ce qu'un homme serait capable de faire, mais en démultipliant les capacités, les performances et les prouesses de calcul, de façon à pouvoir aller chercher cette information. Alors, dans un cycle classique de travail, entre guillemets, qu'est-ce qui se passe? En haut, on a donc ces capteurs, toute la data, toutes les données qu'ils vont récupérer, qui vont devoir passer par une phase d'analyse pour améliorer la connaissance, qui va permettre de passer à l'étape de la décision et à la création de process, conduire ensuite à l'exécution, à l'action. Et une fois que cette action est faite, eh bien, d'en faire le contrôle. Alors, contrôle au sens d'analyse de ce qui a été fait par rapport à ce qui avait été prévu, d'en tirer une expérience, et puis de l'enrichir également avec les nouvelles données et ce système itératif qui tourne en permanence. Eh bien, les capteurs, vous l'avez compris, c'est là que se situe l'Internet des objets, et puis l'intelligence artificielle va intervenir principalement sur ces phases d'analyse et de contrôle, mais voire également dans la phase de décision qui va conduire à l'action. Alors, tout ça, bien évidemment, dans un concept de temps réel, et donc on l'imagine, les capacités énormes de calcul et d'analyse qu'il faut pour ingérer toutes les données qui sont propres à l'entreprise, au système, à notre système, et celles de l'environnement pour être combinées. Alors, l'intelligence artificielle, ça sert à quoi s'il fallait résumer? Eh bien, ça sert à faire des analyses prédictives, et ces analyses prédictives, on va les mettre en opposition à ce dont on est habitué depuis pas mal de temps, qui sont des projections statistiques, où on va se servir de nos données, des données de l'entreprise, et puis de projeter des modèles que l'on connaît et essayer de faire d'analyse. Donc ça, ce sont de pures projections statistiques. L'intelligence artificielle, par l'adjonction de données externes à nos propres données, va permettre de faire des analyses prédictives et de mieux comprendre ce qui va se passer. Et sur la supply chain, eh bien, ça va être d'envisager des choses. Alors, si on prend la supply chain au sens large, complet, avec la production, ça va être d'être capable en fonction d'historique de saisonnalité, de comprendre ce qui a pu se passer avec des éléments, par exemple, de météorologie, de tout un tas d'événements extérieurs, et d'être capable d'analyser ça dans le futur et d'être beaucoup plus précis sur des systèmes de reproduction et donc tout ce qui va en découler sur toutes les parties prenantes de la supply chain
après la production pour tout ce qui concerne le transport et la distribution. Et c'est quelque chose d'assez formidable dans l'intelligence artificielle, c'est la capacité des algorithmes qui sont développés à gérer un apprentissage automatique, ce qu'on appelle en anglais le machine learning, qui va permettre d'évoluer lui-même et en fonction de ce qu'il trouve, de ce qu'il détermine, et chercher à trouver de nouvelles données, à exploiter ces nouvelles données, à les exploiter peut-être différemment et de se perfectionner à chaque fois et d'être de plus en plus précis. Et cette intelligence artificielle fait intervenir des tas de process, des tas de technologies, entre guillemets, au sein d'elles-mêmes. Et finalement, quand on les regarde, pardonnez cette image en anglais, mais voilà, finalement, c'est une bonne partie de ce qu'on fait dans notre tête. L'apprentissage, eh bien, on s'y colle tous les jours. L'étude du langage naturel, de façon à pouvoir accéder à de plus en plus de données. L'intelligence artificielle est capable, des systèmes d'intelligence artificielle sont capables d'aller chercher de l'information sur des réseaux sociaux. Donc il y a toute cette analyse du langage naturel qui est important. La parole, avec le speech to text, donc de transformer de l'oral en écrit ou de transformer de l'écrit en oral, l'intégration de la vision, de la reconnaissance d'images, et puis l'interaction avec la robotique, et bien évidemment, et là on rejoint quelque chose qui intéresse, pardon, qui intéresse notre métier, tout ce qui concerne la planification, la programmation, l'optimisation de process, dont les process logistiques et les process transport. Alors, pardon. Oui, Marc, pour enchaîner justement sur le sujet suivant, on entend beaucoup parler de blockchain. Qu'est-ce que c'est et en quoi cette innovation pourrait aider les acteurs de la supply chain? Alors là, c'est un sujet, je vous préviens tout de suite, le webinaire ne durant qu'une heure, je vais essayer d'ailleurs de ne pas dépasser. C'est un sujet assez vaste, je vais essayer de faire quelque chose de très court, de plus détective possible, et j'ai profité de la participation aux assises de mobilité, et en particulier de la séance de clôture où une présentation de la blockchain avait été faite par un certain intervenant de qualité, pour reprendre cette image de la définition de la blockchain. Et donc c'est quoi? C'est une technologie de stockage et de partage d'informations transparentes, sécurisées, infalsifiables, qui s'affranchit des tiers de confiance centralisés. Alors, une technologie de stockage et de partage, première ligne, bon, ça s'assimile à quelque chose comme une base de données. Elle est transparente, ça veut dire que toutes les personnes qui y ont accès voient tout ce qu'il y a dedans. Donc il n'y a pas de choses qui sont simplement ouvertes ou mises à disposition ou non. Tout est transparent, sécurisé parce qu'elle est partagée, parce il n'y a pas une personne qui a la main dessus. À partir du moment où les informations sont inscrites dedans, elles sont sécurisées, elles deviennent infalsifiables. Il est impossible d'aller les modifier, d'aller les altérer. Et puis, qui s'affranchit des tiers de confiance centralisés, c'est peut-être la vocation première de ces systèmes de blockchain, c'est d'essayer de raccourcir les process, d'aller beaucoup plus vite et de simplifier des process complexes. Et bon, alors évidemment, il y a des gens qui vont être mécontents de l'arrivée de cette nouvelle technologie. Ce sont ces tiers de confiance dont le rôle va, sinon disparaître, va être peut-être clairement modifié. Alors, quand on est passé de cette définition, voir ce que ça peut donner au niveau de la supply chain, un petit exemple. Voilà, on imagine un schéma simplifié depuis des usines qui fournissent de la matière première à une usine qui va envoyer son produit vers un dépôt à travers ce petit véhicule. Le dépôt
va mettre à disposition les produits en les détaillant vers un consommateur ou vers une unité de distribution. Et donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de chacune de ces étapes? Traditionnellement, eh bien, on vérifie un certain nombre de points au niveau de la qualité des matières, au niveau de leur nombre, au niveau de la façon dont ils sont fabriqués. Ensuite, eh bien, on les suit, comme je disais tout à l'heure, on peut avoir des capteurs de température au besoin, et puis il y a des systèmes de code barres qui permettent d'identifier la marchandise. Aujourd'hui, sans rentrer dans les histoires de tracking, de suivi, etc., il y a des moments où éventuellement on perd la trace de ces cargaisons en fonction des étapes. Bon, là on imagine que tout est suivi, qu'à chaque étape on a un certain nombre d'informations qui sont disponibles. Eh bien, l'idée de la blockchain, c'est qu'à chacune de ces étapes, chacune de ces informations soit enregistrée dans ce registre, dans cette méga base de données, et que, eh bien, à n'importe quel moment de ce cycle, depuis la production jusqu'à l'unité de distribution, eh bien, chacun soit capable de voir où en est la marchandise et de s'assurer de la qualité, avec un grand Q, hein, de la marchandise, des produits que l'on peut avoir. Et donc, un point extrêmement important, et c'est là que une partie de l'affranchissement des tiers de confiance se fait, c'est que non seulement c'est un système qui enregistre, on pourrait dire qui pourrait être un système passif, eh bien pas du tout, c'est un système qui peut devenir actif, puisque on peut intégrer dans cette blockchain ce qu'on appelle des contrats intelligents, des smart contracts, qui peuvent être des opérations programmées, automatiques, en fonction d'un certain nombre d'événements. On peut considérer par exemple que au niveau de la production de l'usine noire, eh bien, un contrôle soit fait automatiquement en fonction des informations qui sont reçues au niveau de l'usine sur la qualité des produits, que ça correspond bien à ce qu'on a commandé, la quantité, la qualité, et que ça vient bien du bon fournisseur, etc. Et qu'à partir du moment où tous ces critères sont bien remplis, où on considère que chaque argument est OK, eh bien, on considère que la marchandise est arrivée, et donc l'information va générer l'édition de la facture ou même si ce n'a déjà été fait, et de toute façon éventuellement l'émission du paiement au fournisseur. Et cette information ou ce process de smart contract, on va l'obtenir à différents niveaux. Si par exemple on considère que le petit dépôt où on voit les cartons serait un grossiste, eh bien à partir du moment où il a reçu ces marchandises de la part de son fournisseur, que tous les critères sont considérés comme corrects, eh bien on va générer le paiement du fournisseur, le paiement du transporteur de façon tout à fait automatique. Et voilà l'intérêt de ce système. L'intérêt du système, c'est que on va sécuriser un certain nombre de choses, comme c'est une assurance qualité, qui va permettre cette traçabilité des produits. On l'a vu là depuis un fournisseur de matières premières jusqu'à la distribution, mais on peut aller au-delà, et puis une fois même que le produit a été distribué ou que le produit se retrouve auprès du consommateur final, celui qui va l'utiliser, avoir une traçabilité qui va permettre de remonter très facilement sur tous les critères de ces produits. On peut avoir à l'esprit un certain nombre d'événements, comme dernièrement le lait contaminé, ou il y a quelques années ces histoires de viande dans des lasagnes qui faisaient qu'on avait du mal à retrouver ou à remonter les fournisseurs, ou savoir à quel moment il avait pu se passer quelque chose. Eh bien, clairement avec le système de blockchain,
eh bien ceci peut disparaître complètement. Prévention de la fraude, prévention du vol, prévention de la fraude, à partir du moment où toutes les informations sont inscrites et infalsifiables, eh bien, personne ne va pouvoir substituer des documents ou des informations pour faire passer de la viande bovine pour de la viande chevaline, ou plutôt le contraire. On l'a vu, la génération de paiement automatique, de déclenchement de paiement. On a également la possibilité, avec ces enregistrements, de pouvoir revenir sur les performances, là aussi avec un grand P, savoir qu'est-ce qui a pu se passer dans les différentes chaînes, dans les différents process, et de pouvoir analyser toutes ces informations qui sont enregistrées. Et puis, bon, c'est peut-être moins lié à la supply chain, mais quand même, ça en fait partie. Que ce soit des chargeurs, soit des transporteurs, le suivi de maintenance d'un poids lourd ou d'un autre véhicule, eh bien, on peut considérer dans la blockchain que la vie du véhicule peut aussi, grâce aux capteurs et aux interventions des constructeurs ou des réseaux de distribution, des ateliers de réparation, vont pouvoir inscrire tous les événements de la vie d'un véhicule, et que, eh bien, simplifier les questions de maintenance, mais également d'un point de vue économique, quand il s'agit de revendre un véhicule ou d'acheter un véhicule d'occasion, eh bien, plutôt que d'avoir une somme de documents qui sont comptabilisés ou qui sont enregistrés et qui sont parfois manquants, eh bien, on pourrait avoir la vie du véhicule ou des engins dans cette blockchain. Donc, un grand nombre d'avantages. Et encore un autre sujet, on parle de voitures autonomes, de conduite déléguée. Qu'en est-il pour les camions? Alors bien évidemment, la conduite déléguée est quelque chose qui n'est pas réservé aux simples véhicules de tourisme ou aux véhicules de transport de personnes comme les navettes que l'on voit déjà opérer principalement en site privé, en site clos ou en site sécurisé. Et les camions ont aussi droit, ou plus globalement, les camions et les véhicules logistiques ont aussi droit à ces recherches sur la conduite, la conduite déléguée, qu'on appelle également donc les véhicules autonomes. Alors, qu'est-ce que c'est que cette conduite déléguée? Qu'est-ce que c'est qu'un véhicule autonome? Il y a au niveau international une matrice, une règle de différents niveaux d'automatisation. Donc le niveau 0, eh bien, c'est le conducteur qui s'occupe de tout. Le niveau 1, c'est toujours le conducteur qui a les mains sur le volant, mais il peut avoir des systèmes qui vont l'aider, comme un régulateur de vitesse adaptatif, donc qui va être capable lui-même de freiner si le véhicule arrive trop proche d'un véhicule qui le précède. Les systèmes d'antidérapage, etc. sont considérés comme des accompagnements de la conduite. Il peut y avoir au niveau 2, là, clairement une assistance. Exemple, les voitures qui sont aujourd'hui capables de se garer toutes seules et qui gèrent elles-mêmes le système de direction du véhicule. Ensuite, quand on commence à passer au 3 et au 4, là, ça devient beaucoup plus autonome, puisque là, le conducteur peut ne plus mettre les mains sur le volant, et c'est le véhicule qui va gérer lui-même, par exemple, des dépassements. Le niveau 4, eh bien là, on est quasiment à l'autonomie totale. Il y a toujours un conducteur dans le véhicule, mais le véhicule est capable de tout gérer. Et le niveau 5, c'est celui de 100% autonome. Et donc là, il n'y a même plus de volant, il n'y a plus rien. C'est le véhicule qui se conduit tout seul. Il est jamais question de mettre quelqu'un en plan B ou d'avoir un poste de pilotage à l'intérieur. Alors, c'est où en sommes-nous de ces différents niveaux? Il y a eu beaucoup d'annonces sur la conduite déléguée, sur le véhicule autonome, principalement
toujours, enfin je crois que ce qui intéresse le plus les médias et le grand public, c'est la voiture personnelle. On s'aperçoit finalement que les dates qui avaient été données, de dire qu'on pourrait commencer à voir sur les routes après 2020 déjà peut-être des véhicules de niveau 3, eh bien tous les essais amènent à repousser cette date un peu plus loin. Donc d'aucuns vous parleront de 2025, d'autres de 2030. En ce qui concerne le véhicule complètement autonome ou au moins le niveau 4, parce que pour ce qui concerne les livraisons, on voit mal être au niveau 5, mais ne serait-ce que le niveau 4, là on est plutôt sur 30 et 2035. Néanmoins, il y a des enseignements, il y a des technologies développées à travers les systèmes d'assistance qui vont arriver sur le marché ou qu'on voit déjà tester sur la route, et ce sur la partie logistique. Je veux parler de la conduite en peloton, le platooning, avec un certain nombre d'expériences qui ont pu être menées, qui continuent d'ailleurs d'être menées, dont un challenge qui avait été organisé l'année dernière, si ma mémoire est bonne, par les Pays-Bas, qui a conduit à ce que plusieurs pelotons de camions convergent vers les Pays-Bas en autonomie. Alors c'est quoi la conduite en peloton ? Eh bien, comme on peut le voir sur cette image, merci Scania pour nous l'avoir procuré. Il s'agit de faire avancer plusieurs véhicules collés en peloton. Quand je dis collés, c'est parce que ces véhicules sont connectés, sont interconnectés, et que la machine est capable de réaction beaucoup plus rapide que l'homme, et donc on est capable de raccourcir les distances intervéhicules grâce à ces systèmes d'interconnexion. Alors dans le principe, il y a un véhicule de tête qui est le véhicule qui commande dans l'exemple montré ici, les 3 véhicules qui sont derrière, qui sont donc asservis à ce véhicule de tête. Alors le gros avantage que l'on trouve dans cette conduite en peloton, c'est bénéficier de la trace aérodynamique, et donc qui est faite par le véhicule de tête, et d'avoir les véhicules suiveurs suffisamment proches derrière pour ne pas avoir à reproduire cette pénétration dans l'air et profiter de l'aspiration de celui qui est devant. Et on considère que ces gains aérodynamiques, enfin que cette recherche d'aérodynamisme, dans l'aérodynamisme, autorise des gains juste de l'ordre de 10% sur la consommation. Donc ce qui peut être, on le conçoit, fort intéressant en termes économiques et également en termes écologiques, en termes d'émissions. Alors, je citais tout à l'heure des expériences qui sont menées par les constructeurs, et principalement pour ce qui nous concerne les constructeurs européens, même si bien évidemment de telles expériences existent également principalement en Amérique du Nord. Mais il y a d'autres essais qui vont être menés de façon plus opérationnelle. Ça va être le cas avec la société DB Schenker, qui est associée à MAN sur des opérations avec des flux opérationnels, donc des véhicules chargés et sur des livraisons entre clients ou entre sites DB Schenker dès cette année. Et puis, à noter également là beaucoup plus éloigné de nous, à Singapour, un appel d'offres qui a été gagné par Scania avec dans le cadre de cet appel d'offres lancé par la ville de Singapour ou l'administration des ports de Singapour, avec un système de navettes entre les 2 ports est et ouest de Singapour, qui seront menés par un véhicule de tête avec chauffeur, suivi de 3 véhicules autonomes, quasiment la configuration que l'on voit là, sur route ouverte, donc sur circulation ouverte. Donc voilà déjà des choses qui sont opérationnelles, qui fonctionnent. Et la prochaine étape,
la prochaine étape, c'est eh bien de pouvoir faire cette conduite en peloton en s'affranchissant de la marque du véhicule. Aujourd'hui, les pelotons existent par marque. Eh bien, l'étape suivante, ce sera de pouvoir associer des pelotons dans un peloton, des véhicules de marques différentes. Alors, on est sur le sujet des véhicules autonomes. Les véhicules autonomes, en ce qui concerne la logistique, ce ne sont pas uniquement les camions. Il y a un certain nombre d'autres véhicules autonomes, d'autres expériences fort intéressantes. Je voudrais citer en particulier sur l'image en haut à gauche une initiative qui est faite à base de drones. Alors on a parlé beaucoup de drones, on a beaucoup rigolé sur les livraisons de pizza ou de commandes auprès de sites internet avec une livraison directe à domicile qui paraît assez un petit peu farfelu quand même s'il y a des solutions qui sont possibles. Il y a des utilisations de drones, on le connaît sur des lieux éloignés où c'est complètement justifié, ou dans des cas d'urgence quand il n'est pas possible de faire intervenir un véhicule terrestre ou un système terrestre. Néanmoins, cette expérience qui a été conduite en Suisse, il s'agit là d'alimenter le véhicule de livraison par drone. C'est-à-dire que le véhicule de livraison peut partir chargé depuis le dépôt, faire sa tournée de livraison, et si une commande est faite entre-temps avec un besoin de livraison urgent, eh bien le camion n'a pas besoin de repasser par un dépôt, il est alimenté par un drone qui lui apporte le colis à mettre à distribution. Donc là, c'est une perception différente de l'utilisation des drones, et c'est quelque chose dont on sera amené à reparler. Il y a des expériences aussi en drone terrestre, donc ces robots autonomes qu'on pourrait voir circuler sur nos trottoirs ou dans nos rues prochainement, d'autres expériences qui sont faites. Et puis, ça ne vous aura certainement pas échappé, puisque la révélation a été faite la semaine dernière ou la semaine d'avant à l'occasion du CES de Las Vegas, de Toyota, qui a présenté un système qui s'appelle e-Palette. Voilà. Je ne sais pas si le palette fait référence aux possibilités de celle du peintre ou plutôt que celle de la logistique, mais voilà un modèle de véhicule autonome qui peut être complètement modulable et servir de véhicule de livraison, servir de bureau, servir de navette pour transporter des personnes. Autre, non représenté ici, mais autre possibilité également de véhicules autonomes dont on a entendu parler dernièrement, qui consiste en un véhicule qui en fait serait une consigne mobile, et puis le véhicule viendrait se positionner devant l'adresse de livraison qui aurait été choisie par le destinataire, qui recevrait un code qui pourrait venir libérer un casier comme une consigne statique. Mais voilà, la consigne a des roues et elle n'a pas de conducteur et elle se déplace de façon autonome. Alors, ces points principalement de robots ou de drones terrestres, on en voit principalement l'utilité bien évidemment en milieu urbain, ce qui nous amène au sujet de la logistique urbaine, alors qui est un sujet entre guillemets de plus en plus critique. Et pourquoi ? Parce que d'une part, le e-commerce continue de progresser. On constate d'année en année une baisse du panier moyen de l'ordre de 5%. Donc ça veut dire que on achète de choses de plus en plus abordables facilement sur le e-commerce. Mais tout ceci génère globalement une augmentation du nombre de colis de l'ordre de 20%. Sans compter des augmentations beaucoup plus importantes sur des pics d'activité, avec des records qui sont battus chaque année sur des pics d'activité saisonnières comme le Black Friday, la période des fêtes de Noël ou la période en ce moment de janvier avec d'une part les soldes, mais surtout ce qui peut être lié aux achats de Noël ou aux soldes, toute la reverse logistique, tous les retours qui sont à gérer d'une part par les logisticiens et ensuite par les sites vendeurs. Alors, les exigences des consommateurs citoyens et pourquoi cette juxtaposition de consommateurs et citoyens, parce que là on arrive à des exigences qui sont parfois contradictoires. Le consommateur souhaite avoir son
le produit qu'il a acheté le plus vite possible, ou alors à des heures qui lui conviennent le mieux, ce qui est d'ailleurs plus souvent le cas d'après les statistiques auxquelles on peut avoir accès. Donc quand il est chez lui le soir, mais il faut pas avoir non plus des nuisances du style du bruit, de la congestion, les émissions polluantes, etc. Donc là, on essaye de faire fonctionner des choses qui sont parfois un peu antinomiques. Donc là, encore un sujet de criticité. Et puis autre sujet qui sont les décisions politiques, qui sont pas forcément toujours très bien éclairées. Il est facile d'aller dire que l'on veut interdire tel type de véhicule, soit au niveau de son format ou au niveau de sa motorisation, sans forcément envisager les conséquences que ça peut apporter. Pour faire court, il peut être effectivement souhaitable de ne plus voir de gros camions dans un centre-ville, parce que peut-être ça pollue, parce que peut-être c'est pas beau, parce que peut-être ça génère de la congestion. Mais qu'en est-il quand il faut alimenter des commerces, des supérettes, des écoles, un certain nombre de points de consommation qui nécessitent des livraisons et qui peuvent nécessiter des livraisons en volume. Et quand on commence à faire prendre conscience à un élu que si on supprime un semi-remorque, un camion de 40 tonnes qui vient livrer un supermarché, et que il faudra quand même livrer le supermarché, et qu'à ce moment-là, on va peut-être remplacer ça par une vingtaine, voire plus de véhicules utilitaires légers. On imagine bien que la réaction est un petit peu différente, et que là, il faut vraiment se poser des questions. Alors ces questions, elles ont été posées heureusement lors des assises de la mobilité. PTV a participé à un groupe de travail sur l'intermodalité en logistique urbaine aux côtés d'autres membres de l'association française de logistique, la SLOG, et nous sommes assez fiers au niveau de cette délégation de voir que les 6 propositions qui ont été portées par notre groupe ont été reprises dans le document final. Je vous renvoie au site de la SLOG pour voir ce qu'il en est, mais ça concerne l'information sur les possibilités de circulation en centre-ville. Également des questions sur les nouveaux modes de livraison du dernier kilomètre ou des derniers mètres, la cyclo-logistique, etc. Mais si le problème est critique, des solutions existent, et les conséquences d'un certain nombre de points que nous venons de voir permettent de s'attaquer surtout aux livraisons des derniers mètres, ou plus que des derniers kilomètres. Avec cette augmentation du volume, c'est l'atteinte de volumes critiques qui permettent de véritablement passer à des optimisations de tournée qui sont valables en termes de résultats. Les dispositifs également d'infrastructures sur la distribution, qui amènent à ce que on puisse avoir des micro-dépôts et des infrastructures logistiques intramuros au cœur des villes, qui nécessitent donc de repenser la stratégie du plan de transport entre des dépôts importants qui sont à l'extérieur, voire à plusieurs centaines de kilomètres des zones urbaines, pour alimenter des micro-dépôts approchés, voire intramuros, et revoir ces plans de transport. Et puis, l'arrivée de nouveaux modes ou de nouvelles façons de distribuer en ville. On pense en particulier aux véhicules électriques qui sont d'une part sans nuisance en termes d'émissions, au moins sur leur lieu d'évolution, qui font pas de bruit. Et si on associe à ça les systèmes parallèles de transport de palettes ou de marchandises avec des niveaux de nuisance sonore extrêmement diminués, on s'autorise de pouvoir envisager des livraisons tard le soir, tôt le matin,
dans la nuit et aussi de pouvoir mieux utiliser et les infrastructures et les ressources mises à disposition, comme les véhicules électriques en particulier. Et donc tout ça peut ouvrir sur des nouveaux services, des nouveaux revenus, qui nécessitent également éventuellement de nouveaux outils. Donc bien évidemment, vous m'avez compris, quand on parle d'optimisation de tournée, quand on parle de réorganisation de la stratégie des plans de transport et de ces nouveaux outils, bien évidemment, PTV peut aider à tout ça. Alors Marc, nous venons de faire un tour d'horizon des sujets sur la digitalisation, mais finalement des sujets qui sont toujours en phase de recherche et développement, des sujets et surtout des solutions pour demain. Qu'en est-il aujourd'hui ? Oui, alors c'est des points qui sont effectivement, on l'a vu, je parlais tout à l'heure d'échéance à plusieurs années, voire à presque à plus de 20 ans. Heureusement, il y a des choses qui vont arriver très vite, il y a des choses qui sont déjà là, il y a des choses qui nous permettent de travailler sur une meilleure utilisation des ressources actuellement, et je voudrais passer sur ces différents points qui sont l'optimisation, la mutualisation et ce mot étrange qui est la plateformisation. J'ai peut-être plus passer en détail l'optimisation, puisque clairement c'est notre terrain de jeu, si vous me passez l'expression, l'optimisation des tournées, l'optimisation des transports, qu'il s'agisse de tournées de collecte, de tournées de distribution, qu'il s'agisse de transport multimodal, avec l'intégration des différents modes maritimes, ferrés, etc. dans nos outils. Et puis l'optimisation, et c'est un point également aussi important de la façon dont on charge les véhicules, et de chercher, et on va le voir dans les points immédiatement après, de chercher à remplir au maximum les véhicules et leur capacité d'emport. Et puis un point qui me tient particulièrement à cœur, qui est celui de l'heure estimée d'arrivée, et en particulier comme je l'évoquais plus tôt, l'heure estimée d'arrivée poids lourd, l'ETA, poids lourd, qui cherche à être le plus précis possible, de façon à pouvoir avoir des gains importants au niveau des points de livraison ou des points d'enlèvement, puisque tout le monde peut être prévenu de l'heure arrivée du véhicule, et avec diminution ainsi de temps mort, de temps d'attente. Et là aussi, on est capable d'optimiser et d'avoir une meilleure efficience des ressources. La mutualisation est un sujet extrêmement intéressant, avec des choses qui existent, des expériences qui sont concluantes. Je cite en l'occurrence ici le GIE Pointe de Bretagne, d'un certain nombre d'industriels qui mettent en commun leur flux de transport de façon à alimenter des points de distribution qu'ils ont en commun, et plutôt que de multiplier le nombre de véhicules pas forcément remplis, de voir comment on peut arriver à remplir mieux les camions, à se mettre ensemble pour le faire. Et voilà un exemple de mutualisation qui fonctionne très bien. Un autre qui était une expérience extrêmement concluante, en cours de déploiement sur d'autres sites en France, qui sont les CRC, les centres de routage. Ça y est, je vous prie de m'excuser, j'ai perdu l'expression complète de l'acronyme, mais qui permettent, comme on le voit sur ce schéma, de pouvoir concentrer sur une plateforme de cross-dock des flux venant de fournisseurs, de façon à envoyer vers les sites de distribution, là aussi, moins de véhicules par centre de distribution, par hyper, mais des véhicules complètement chargés. Et donc là, ces expériences montrent clairement des gains de productivité sur la mutualisation. Alors le gros point sensible sur cette mutualisation, c'est comment est-ce que on se met d'accord, comment est-ce qu'on avance, et le point d'achoppement le plus classique est celui des données.
qui sont sensibles pour chacun et qu'on hésite à mettre en commun. Voilà. Là, il y a des travaux, il y a forcément des travaux à faire, des choses qui existent, il y a des outils qui peuvent permettre de faire tout ça, et c'est clairement quelque chose d'important. Donc, arriver à compléter ces chargements avec les chargements d'un voisin, de façon à faire de maximum de camions pleins. Et c'est ce qu'on cherche à faire, ou c'est ce qu'on fait depuis très longtemps grâce aux bourses de fret. Alors ce mot de plateformisation, c'est quoi? C'est l'arrivée de toutes ces plateformes d'intermédiation qui veulent faciliter la relation entre les chargeurs et les transporteurs, ou entre transporteurs, mais ce que faisait une partie de ce que faisaient les bourses de fret de façon historique, bourses de fret qui ont aussi fait leur mue au niveau digital et qui apportent de plus en plus de services à leurs adhérents. Mais voilà, l'idée c'est quoi? C'est l'arrivée de toutes ces possibilités données par la digitalisation, de pouvoir faciliter la vie entre les opérations entre les chargeurs et les transporteurs. Je me suis servi d'une illustration de la première de couverture de Transport Info du 12 janvier de mémoire, qui détaille tout ça. J'entrerai pas dans ce sujet-là, mais c'est un sujet important puisque c'est vraiment là, dans le cadre de la recherche d'efficience, des solutions, une fois de plus, bourse de fret et plateforme, pour arriver à mieux charger les véhicules. Voilà, avant de conclure, on va faire un petit sondage rapide. Je repasse la main à Julie. Effectivement, nous vous sollicitons. Je lance un petit sondage sur le thème. Quelle est selon vous la piste technologique la plus prometteuse de gain et que vous souhaiteriez pouvoir utiliser en premier? Donc là, c'est vraiment votre perception de la question. Véhicule autonome, outils de mutualisation, plateforme d'intermédiation, blockchain, intelligence artificielle et analyse prédictive. Quelle est selon vous la piste la plus prometteuse et surtout que vous souhaiteriez utiliser en premier? La moitié des participants ont voté. Je vous invite à tous voter pour avoir un maximum un panel le plus intéressant possible. Et on va arriver effectivement à l'ensemble des participants qui auront voté. Je vous propose de collecter les réponses maintenant et de partager avec vous les résultats. Donc nous avons un maximum d'outils de mutualisation, puis la blockchain et l'intelligence artificielle et la plateforme d'intermédiation. Marc, je te repasse. Eh bien, merci. Bon, moi, j'aime bien ces résultats, principalement la mutualisation, parce que c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Et je pense que ce qui a été les autres points qui arrivent juste derrière devraient permettre justement d'aider à cette mutualisation. Je pense que c'est un sujet qu'on reprendra au cours de l'année. En termes de conclusion, voilà moi ma perception de ce que doit être la digitalisation, de ce à quoi elle doit servir, et voilà tout ce qu'on a pu voir rapidement, trop rapidement, même si je déborde largement sur l'horaire prévu. Donc la planification, l'optimisation sont clairement au cœur de la digitalisation. Les logiciels et les technologies qui vont être mises en œuvre doivent être là pour être encore plus compétitifs pour tous les membres de la supply chain, chercher l'efficacité logistique, non seulement dans l'entreprise, et là on rejoint, et je vous en remercie, les résultats du sondage, d'ouvrir des potentiels inter-entreprises, et donc là la mutualisation est clairement le mot qui s'associe. Bien évidemment, la recherche
doit faire en sorte que l'utilisation de tous ces systèmes doit être le plus simple possible pour rendre cette complexité gérable. La blockchain, telle que je l'ai expliqué, ça a l'air extrêmement simple. Les autres systèmes ont l'air extrêmement simples, mais effectivement, tout ceci est d'une complexité importante. Quoi qu'il en soit, pour l'utilisateur, pour les utilisateurs, notre métier doit faire en sorte de rendre tout ça le plus simple possible. Et tout ceci doit être non seulement générateur de gains de productivité, mais également, entre guillemets, générateur de richesse à travers de nouveaux business models, de nouveaux modèles d'affaires. Et puis, je pense qu'on n'est pas on n'est qu'au début de voir arriver des nouveaux modèles, des nouveaux fournisseurs qui viennent bouleverser, disrupter, j'aime pas vraiment le mot, bien ce qu'on connaît, ce qu'on utilise depuis un certain nombre d'années. Voilà. On a peut-être j'imagine quelques questions. On va peut-être en passer une ou deux en fonction vu le temps avancé. Julie? Tout à fait, on va consacrer quelques minutes aux questions qui peuvent que vous souhaitez poser. J'en ai une. Après, n'hésitez pas, vous avez des questions qui surviennent par la suite, adressez-les-moi, je les transférerai à Marc ou adressez-les à Marc directement. Nous aurons grand plaisir à pouvoir vous répondre et à continuer à avancer sur ces sujets avec vous. Bien évidemment également, à la suite de cette présentation, je vous adresserai le PDF de la présentation pour que vous puissiez revoir l'ensemble de ces points. Une question, Marc. Vous n'avez pas parlé de la ICMR. Non, en effet, déjà, il y a certainement d'autres choses à côté desquelles nous sommes passés. La ICMR, enfin la lettre de voiture électronique, je pense qu'effectivement c'est un point qui aurait pu être abordé dans le sens où voilà clairement une innovation qui fait gagner du temps, des ressources aux entreprises avec cette dématérialisation qui va faciliter la vie et des transporteurs et des chargeurs. Alors peut-être amende honorable, pourquoi j'en ai pas parlé? Parce que c'est pas forcément quelque chose dans lequel PTV Group intervient directement. Je pense que c'est quelque chose qui est dans les mains de nos éditeurs partenaires qui utilisent les composants de développement de PTVO. Je pense en l'occurrence aux éditeurs de TMS qui vont intégrer cette lettre de voiture électronique dans leurs outils. Je me suis peut-être effectivement concentré sur les points dans lesquels PTV Group avait une influence, une participation. Nous participons, je ne l'ai pas évoqué lors de la présentation du groupe au début du webinaire, mais nous participons à un certain nombre de groupes de travail internationaux, européens en particulier, sur tout ce qui concerne les problématiques de logistique urbaine, sur l'Internet physique et sur l'intermodalité, pour ce qui concerne le volet logistique, sans parler sur le côté trafic, de tout ce que nous pouvons faire sur la mobilité et sur le véhicule autonome. Voilà, donc s'il y a des sujets que vous vouliez voir traités également lors d'un de ces séminaires, n'hésitez pas, comme le proposait Julie, de nous solliciter, de revenir vers nous. On fera le maximum pour pouvoir répondre à vos questions. Pour cette séance, je vous propose de clôturer sur ce point. Nous vous remercions bien évidemment de votre participation, de votre présence et nous aurons plaisir à vous retrouver pour nos prochains rendez-vous. Vous serez informés par invitation bien évidemment. Nous vous souhaitons une très bonne journée et espérons à bientôt. Merci de votre attention et à très bientôt. Au revoir.